Alors, bienvenue à toutes et à tous pour cette troisième table ronde déjà, le temps file, du Finistère. Alors, cette table ronde sera consacrée donc à l'influence de l'imaginaire sur la jeunesse. Mais d'abord, je vais laisser nos invités se présenter. Bien, bonjour à tous. Donc, moi, je suis Samuel Sadone. Donc, je suis arrivé à la littérature vers l'âge de 12 ans, découvrant un roman assez extraordinaire, mi-réaliste, mi-fantastique, Le Conte de Noël de Dickens, A Christmas Carol. Par la suite, je suis tombé sur Lewis Carroll, Edgar Poe, Jules Verne, et je cite volontairement des auteurs dont il est difficile de dire s'ils sont pour la jeunesse ou pour les adultes, eux-mêmes ne se sont jamais posé la question. Bonjour, alors du coup moi c'est Sébastien Monteil, donc je suis auteur de BD et illustrateur, en livre jeunesse notamment. Euh, oui, bah si, bah par rapport à la littérature, c'est un peu la même histoire que toi là pour le coup, très classique et toujours avec des auteurs qui, comme tu dis, ne sont jamais vraiment posé la question de savoir si c'était pour les grands ou les petits qu'ils écrivaient. Moi je rajouterais aussi Tolkien aussi dedans que j'ai lu très tôt, et je crois pas non plus que lui se soit vraiment posé la question. Peut-être un peu plus à l'époque du Hobbit, mais après, oui, pour lui c'était pour les grands, pour les petits. Et mais c'est vrai que ça, moi je suis un peu dans cette tradition-là aussi finalement. Quand on me demande ce que je fais, si c'est pour les grands, pour les petits, bah en fait, Je crois que dans les pays anglo-saxons, on se pose pas la question. ouais, c'est très français en fait C'est de français. séparer les deux catégories. Merci. Voilà, alors moi je suis Dominique Louvel, je suis psychologue de formation et je n'écris pas non plus forcément pour les petits. Euh, Il y a un peu de texte quand même dans mon histoire de dragon, mais comme il s'agit de dragons et de fantastique, souvent on attribue ça aux enfants. Alors qu'en réalité, c'est pas forcément. Enfin, les adultes apprécient aussi les histoires de dragons. La preuve, vous êtes là. Et voilà. Bien, merci. Euh, Lors d'une conférence donnée en 1974, Why Americans Afraid of Dragons, ou Pourquoi les Américains ont-ils peur des dragons, l'autrice Ursula Le Guin affirme qu'un enfant privé de son imagination ne dépasserait pas le stade végétatif. Il suffit d'observer n'importe quel enfant plongé dans son monde pour constater le pouvoir de l'imaginaire. Entre ses mains, les poupées prennent vie, les cubes deviennent des villes et des châteaux. Un bout de bois ramassé au hasard d'une promenade devient une baguette magique ou une épée. La dinette en plastique se transforme en grand restaurant. Depuis longtemps, toutes sortes d'histoires ont été racontées aux enfants pour entretenir et parfois canaliser ou du moins orienter cet imaginaire. Pourquoi donc? Euh, c'est ce que nous allons essayer de voir lors de cette table ronde. Euh, Même si un être humain peut évoluer à tout moment durant son existence, on sait aujourd'hui que le développement de notre personnalité est plus intense durant notre jeunesse, où l'on prend progressivement conscience de soi et des autres, où l'on apprend à communiquer. Pourriez-vous nous expliquer, chacun à votre tour, comment vos œuvres accompagnent ou cherchent à accompagner votre jeune ou moins jeune lectorat dans cette initiation, cette découverte du monde? Tu peux commencer, Dominique. Voilà. Ok, on repart dans l'autre sens. D'accord. Alors, comment mon œuvre accompagne? Alors, en fait, les histoires sont des moments privilégiés pour se poser des questions, pour s'interroger, pour examiner la vie des autres, pour examiner comment on résout certains problèmes. Par exemple, dans mon histoire de dragon, qui est inspirée d'une légende amérindienne, en fait, qui met en place des loups plutôt que des dragons. Mais j'aime bien les dragons, alors j'ai mis des dragons à la place. En fait, c'est une histoire amérindienne qui dit qu'en chaque individu, il y a deux loups. Un loup qui est plutôt optimiste, courageux, qui va vers les autres, voilà, qui aime la vie. Et de l'autre côté, un loup plutôt pessimiste, qui n'aime rien, personne, qui se renferme sur lui-même et qui est un peu individualiste, on va dire. Et donc, ces deux loups se battent sans arrêt. Et la question, c'est qui va gagner? Et vous voulez la réponse?
La réponse, c'est celui que tu nourris. Ah, Voilà. Et donc, forcément, une si petite histoire contient une si grande morale. Et donc, voilà, moi j'ai essayé de rajouter, d'illustrer aussi cette morale avec d'autres personnages qui interviennent, qui proposent des solutions et voilà, qui essayent aussi, parce que nous, on n'est que des êtres humains. Et dans les histoires, on illustre le fait qu'on n'est qu'un être humain qui essaye de résoudre des problèmes et on prend connaissance du monde qui nous entoure. c'est une vision très humaniste et très, très simple, enfin, je veux dire très humble. Voilà, j'aime beaucoup. Bien. Alors oui, moi dans ma, Sébastien. alors au-delà de en soi ma série, c'est juste que, bon, enfin, évidemment, je rejoins totalement ce que tu viens de dire. C'est vrai que les livres, enfin les histoires, d'ailleurs qu'elles soient sous forme de livres ou sous forme de contes, comme c'était une période qui était racontée bien sûr par des gens, c'est de l'expérience en fait qu'on prend de choses qu'on n'a pas forcément vécues. Donc c'est pour ça que c'est encore plus important quand on est petit. C'est aussi important évidemment quand on est grand, mais euh, par exemple, moi je peux le dire, quand j'étais petit, j'ai eu une chance, c'est que j'ai pas connu de décès. J'ai une famille quasiment de centenaires de tous les côtés. Mais je voyais bien moi que mes copains et mes copines perdaient des grands-parents, pour certains malheureusement des parents ou tout ça. Et ben les livres, c'est un truc tout bête, mais me permettaient, grâce aux mots des auteurs et des autrices, de me mettre un peu à la place de ces gens-là et en fait ça permettait, parce que du coup ma grande peur, c'est comme quand vous savez qu'il y a quelque chose qui va arriver. Et je me disais, mais comment moi je vais réagir le jour où ça arrivera, quoi. Et en fait, les livres, ça a aidé vachement à ça. Puis bah, bien sûr, un jour c'est arrivé, j'étais plus grand. Mais du coup, je sais que le livre ou les histoires, elles servent à ça, en fait. Elles servent à donner de l'expérience de choses qu'on n'a pas encore vécues. Et c'est des petites clés. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va réagir exactement de la même façon que l'auteur qui écrit l'histoire. Mais voilà, c'est un peu d'expérience qu'on donne au lecteur, et donc là, dans le cas de la jeunesse. Et donc, moi, dans mon histoire, bah, effectivement, j'ai toujours un peu ça quand même en toile de fond. C'est essayer de donner, alors sur certains thèmes, hein, parce qu'évidemment on ne peut pas aborder tous les thèmes, chaque histoire a un peu des thèmes de prédilection, mais moi là je traite pas mal, bah, surtout sur la fin de la série, là, je suis au 4e tome, donc 4e et le 5e qui sera le dernier. Moi j'aime bien parler de la notion un peu alors du pardon, pas dans le sens religieux du terme, dans le sens savoir pardonner les défauts des autres et aussi les siens. Donc ça traite pas mal de ça en fait au fur et à mesure de l'histoire. Mais voilà, parce que j'avais envie d'aborder à un moment donné ce thème-là, parce que je trouve que, surtout depuis le Covid, on devient assez intolérant aux défauts des autres. Ah, Et l'isolement peut-être. oui, bah, très certainement d'ailleurs. On revient à ton loup, effectivement. D'ailleurs, c'est ça qui est intéressant, parce que tu parlais du conte amérindien, c'est aussi le fait qu'on voit d'une culture à une autre qu'en fait on a à peu près les mêmes contes, hein. C'est juste on change les créatures ou les personnages, les mêmes préoccupations, etc., qui sont humaines en fait, tout simplement. Et donc voilà, moi c'est un peu le thème que j'aborde dedans. Après il y en a d'autres, hein, évidemment, mais voilà, ça sert à ça en fait aussi les histoires. Mais ça marche aussi pour les grands évidemment, parce que aussi autre chose importante je trouve que tu as dit, c'est une histoire, une lecture principalement. C'est pour ça que là-dessus je trouve que les livres c'est plus vrai que le cinéma. Parce que le cinéma on reçoit seulement, enfin en partie. Le livre ça permet de se poser, d'avoir un temps de silence et de se poser, et effectivement donc du coup de se poser des questions. De revenir plus facilement Voilà, c'est ça, c'est-à-dire dans que l'histoire, en avant, moi, en je sais que ça arrière, en m'arrive tournant des les fois. pages. Alors, c'est un peu moins vrai que les fictions, mais encore que, je pense à un auteur en particulier, ça peut m'arriver de revenir sur un passage, mais tout de suite après l'avoir lu, en me disant, mais en fait, je suis pas du tout d'accord avec ce qu'il est en train de dire. Ouais. Et alors qu'au cinéma, peut-être c'est moins vrai, quoi, parce que t'as pas le temps, en fait, parce que tu vas pas demander au projecteur de dire, bah, on peut faire pause. Oui. Là, ça me plaît pas du tout ce Et qu'il est il en y train a de un tel raconter. afflux d'informations entre l'image, le son, Voilà. etc., que c'est parfois difficile de. D'avoir ce temps de pause, quoi. Oui. Alors que le livre, c'est ça. Bon, moi clairement je peux dire l'auteur, il est très connu, mais c'est Victor Hugo. Victor Hugo, c'est un très grand auteur, etc., mais il y a des passages où je me dis clairement tu te, fous de... tu te fous de ma gueule, parce qu'en fait tu me racontes l'inverse, et en fait je le trouve pas toujours très cohérent, et que bon, c'est connu, il avait des périodes aussi où il changeait d'étiquette politique très facilement, mais du coup je trouve que c'est un auteur très agaçant, mais en même temps c'est vachement bien. En fait du coup je l'aime pas et je l'aime beaucoup en même temps, parce que du coup il me fait poser des questions plutôt que de lire un auteur finalement avec lequel je suis d'accord, ou en fait c'est pas intéressant parce qu'en fait je suis d'accord avec ce qu'il raconte. Bah lui au moins d'un certain côté, bah, je suis pas d'accord, mais au moins ça me fait poser la question de pourquoi
ça me pousse à avoir cette réaction directe en fait par rapport à son écrit. Donc c'est pour ça que c'est un support aussi, le livre, la BD, enfin tout ce qui est lecture qui est vachement bien, parce que ça permet de. Voilà. D'accord. Bon, du coup un peu tous en fait, parce que je connais. En fait c'est aussi le problème, c'est qu'il vu qu'il est déjà mort et qu'on connaît sa vie, du coup je connais son parcours et du coup c'est ça qui rend ça la chose encore plus. C'était un peu une girouette quand même. Enfin et après il y avait une logique aussi dans son évolution bien sûr. Mais du coup il y a des choses qui m'agacent fortement chez lui, mais du coup je trouve ça bien en fait. C'est pour ça qu'on lit aussi. Pour être, Samuel, merci beaucoup Sébastien. Alors je pense que se raconter des histoires, s'inventer des jeux, c'est une façon de compenser ou d'essayer de comprendre ce qui pourrait nous arriver. Et d'ailleurs, pour faire une petite parenthèse, je pense que la girouette Victor Hugo, c'était aussi une façon de compenser ses rapports avec une mère royaliste et un père républicain. C'est pas facile. Alors j'en reviens donc. J'essaie à la fois, c'est à la fois la raison qui me motive dans les récits et qui motive aussi mes personnages. Et dans l'ordre des écrans, donc, j'ai écrit le jeune homme est moins chanceux que Sébastien, sa famille ne sont pas centenaires. Donc il a quelques ennuis que je ne vais pas détailler et il trouve un moyen de compenser en s'inventant un univers. Sauf que l'univers qu'il a trouvé, il a abandonné la lecture suite à ses malheurs, curieusement, et il s'est tourné vers les réseaux sociaux, vers les écrans. Oui, d'ailleurs, j'ai les réseaux sociaux, mais plus exactement les écrans. C'est beaucoup plus vaste. Et donc, suite à un message qu'il va recevoir de façon assez étrange, donc, il va découvrir un monde fait d'écran. Il va s'apercevoir que l'écran, c'est pas juste la télé, c'est pas juste le portable. Et donc, dans ce roman, j'ai essayé de montrer quelqu'un qui finalement s'intéresse à cet univers, enquête sur cet univers, mais presque autant par jeu, par esprit de compensation, pour compenser le vide qui est autour de lui, que pour découvrir aussi les dangers qui le menacent dans ce monde. Alors je peux pas trop en dire parce que je veux pas spoiler une histoire qui en oui, plus n'est pas très longue. Mais donc et finalement je peux faire le lien avec l'autre roman alors qui est beaucoup moins science-fiction, hein, c'est un roman historique qui parle de Templiers et les Templiers de façon non fantastique, désolé. Et mais finalement le but est le même, c'est-à-dire qu'à chaque fois il s'agit de récits finalement de ce qu'on appelle les récits. Je suis en train de chercher d'apprentissage. Je cherchais le mot depuis un instant. Donc voilà des quêtes d'apprentissage à travers la fiction et à travers essayer de comprendre le monde dans lequel on joue, dans lequel on vit, et peut-être deux fois de façon ludique. Merci. Euh, à propos d'apprentissage, justement, durant notre existence, nous acquérons ou nous nous forgeons des outils mentaux pour affronter ce que l'on nomme les difficultés de la vie. Donc on parlait du deuil, qu'il s'agisse de simples contrariétés ou de tragiques accidents, de l'acceptation de l'échec. L'imaginaire peut jouer un rôle important dans l'acquisition de tels outils. Qu'en pensez-vous et comment intégrez-vous ça à votre travail d'écriture? C'est terrible, je crois que je viens de répondre déjà à la question. Voilà. Donc voilà, je suis d'accord. D'accord. Et si vous avez quelque chose à ajouter? C'est fou, parce que je viens de réaliser que oui, j'ai vraiment répondu à la question. Oui. Et disons que, d'ailleurs, je pourrais dire que finalement, dans pratiquement tous les romans adultes ou enfants, c'est souvent le but est souvent de montrer la compensation d'une blessure ou d'un manque, ou des fois d'un regret d'ailleurs d'une époque joyeuse, d'une époque perdue, ou au contraire d'essayer d'imaginer ce qu'aurait pu être une période qui s'est pas bien passée si elle avait s'était passée autrement. Je sais pas si tout le monde me suit. Donc je pense que souvent les romans donc, qui mettent en scène quelqu'un de jeune, puisque c'est souvent la définition d'un roman jeunesse, c'est quelqu'un qui est jeune, encore que D'Artagnan n'est pas jeune, le comte de Monte Cristo non plus, donc ça marche pas tout, et Ivanhoe non plus. Mais donc c'est souvent le but de montrer quelqu'un qui essaie de sortir d'une situation ou d'essayer de pallier à l'absence d'une situation. D'accord. Merci. Sébastien, d'une Euh, autre façon. Oui, oui, bah en fait c'est un peu pareil. C'est vrai que j'avais commencé un peu à répondre Ce qui aussi. est intéressant, c'est que vous avez parlé du deuil, et si je me souviens bien, dans le premier tome de Keltia, il est quand même pas mal question de deuil au niveau de votre héroïne. Oui, oui, exactement. Oui, bah après c'est vrai que peut-être. Bon, après, je pense que tout le monde a pensé dans sa vie au deuil et à la façon de réagir à ça. Mais effectivement, quand c'est quelque chose qui t'a pas trop entouré,
finalement, ça, je vais pas dire non plus que ça devient une obsession. Je suis pas obsédé par le deuil et tout ça, évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que forcément, ça a quelque chose qui m'a un peu attiré du coup justement dans les livres parce que je voulais avoir la réponse en fait. Mais bon, il y a que la vie après à un moment donné qui apporte la réponse sur la réaction. Mais c'est comme si ça te rassurait en fait. Mais donc du coup, effectivement, voilà par rapport à ta question. C'est aussi pour ça, par exemple, qu'on peut. Enfin, là, on n'est plus du tout pour le coup dans la jeunesse, mais je pense aux films d'horreur qui, par les scènes horrifiques qu'ils fournissent, font office un peu de catharsis par rapport aux difficultés de l'existence. On nous montre des choses horribles pour que quelque part en nous, voilà, on puisse faire face virtuellement à la douleur avant de l'éprouver pour de vrai dans la vie. Oui, exactement. Bah, je pense, encore une fois, on revient sur l'idée que une histoire, c'est une expérience qu'on te donne. Et même d'ailleurs, quand c'est pas forcément une fiction, d'ailleurs, même quand c'est quelqu'un, je sais pas moi, par exemple, un roman autobiographique, finalement, on prend l'expérience de cette personne-là. Un truc tout bête, une question qu'on s'est tous posée en 39-45, est-ce que j'aurais été résistant ou collabo, ou est-ce que j'aurais rien fait, ou etc. Bah, finalement, en lisant des livres, et c'est pour ça que c'est aussi intéressant de lire des livres aussi de gens qui n'étaient pas forcément du bon côté, mais ça permet de se dire, bah, moi, au fond de moi, qu'est-ce que je pense que j'aurais pu être. Bah, en fait, là, encore une fois, c'est pareil, il n'y a que la vie qui pourrait répondre à cette question. Bon, j'espère qu'on n'aura jamais à y répondre, mais en fait, c'est juste notre envie. Je pense que ça, par contre, c'est ce qui habite chaque lecteur, c'est que tu as envie de savoir quelque chose, tu as envie d'avoir une réponse à quelque chose. Après, effectivement, rien ne remplace à un moment donné la vie, hein, évidemment. Mais en tout cas, c'est ce que j'essaye de faire développer dans une histoire. Effectivement, il y a un truc aussi qui je trouve intéressant. Tu parlais de comment on définissait souvent le livre jeunesse, que le fait que l'héroïne soit, je dis héroïne parce que moi, pour moi, dans mon cas, c'est une héroïne, mais un personnage jeune. Mais effectivement, d'ailleurs, c'est pour ça que c'est pas forcément d'ailleurs pour les jeunes, mais c'est vrai qu'on a tendance à les classer comme ça. Mais en fait, ce qui est intéressant, je trouve, avec un personnage un peu plus jeune, c'est que ce personnage-là est encore en construction. Bon, après, on peut être en construction toute notre vie, mais disons qu'on a plus d'assurance quand on grandit et que quand on est à l'adolescence. Moi, c'est une adolescente, donc c'est là un moment où on a beaucoup de questions. Et du coup, c'est pour ça que moi, je trouvais ça intéressant d'utiliser une adolescente pour mon histoire, parce que justement, elle est en pleine période de construction et il y a moins de choses acquises qu'un personnage qui aurait été plus âgé. Mais je pense que le contre-pied aussi peut être intéressant aussi d'avoir un personnage, par exemple, très âgé qui est déjà posé sur ses positions et qui petit à petit va être remis en question par. Donc c'est des jeux aussi qui peuvent être intéressants, en tout cas nous quand on les écrit, je pense. Mais voilà. Bien, merci. Dominique. Merci. Alors c'est très intéressant que vous parliez du deuil justement parce que y a quelqu'un qui a étudié ça à travers les dessins animés pour les enfants et il s'est aperçu que les mamans mouraient 2,5 fois plus souvent que dans les films adultes. C'est énorme. Bambi, le roi lion, là c'est le papa. Enfin, il y a Kung Fu Panda, il y a énormément d'histoires pour enfants où les parents meurent. Pourquoi ? Parce que justement, on se pose ces questions. Qu'est-ce qui va m'arriver ? Comment je vais me débrouiller ? Et comment je vais prendre mon autonomie Pas facile. Mon autonomie. Comment je vais me débrouiller dans la vie si mes parents disparaissent ? Et effectivement, c'est une possibilité qu'en étant enfant, on peut s'interroger là-dessus. Il y a ça. Et le deuxième sujet, c'était par rapport au... On nous montre des films, tu dis, qui nous font peur. En fait, non, on va vers des films qui nous font peur. C'est pour ça qu'on nous les propose. Pourquoi on aime bien avoir peur ? C'est la psychologue qui pose les questions. Ouais, tout à fait. En fait, effectivement, parce que ça nous permet de construire une réponse à nos peurs en dehors d'une situation réelle. C'est-à-dire qu'on risque rien. On est là, assis sur un fauteuil en train de regarder un film et on voit comment on réagit à la peur et on voit comment on résout la peur. Et donc ça, c'est super important pour grandir. Et ce qu'on se rend compte, c'est que par exemple, par rapport aux écrans, mettre un enfant, un tout petit, devant un écran sans un parent à côté, sans un accompagnant, bah forcément, le petit, il attrape en fait toutes les émotions, tout ce qui se passe, il le reçoit brutalement. Et c'est ça qui est nocif.
s'il y a un accompagnant, quelqu'un à côté qui peut traduire l'émotion, qui peut parler avec l'enfant et lui permettre de surmonter ses émotions, bah là, c'est constructif. C'est ça qui est la différence fondamentale. On se rend compte que dans notre monde aujourd'hui, par exemple, on sécurise tous les lieux où autrefois on pouvait se faire mal. Les balançoires, les toboggans, tous les jeux pour enfants, maintenant, si tu tombes, tu te fais plus mal. Ben, du coup, on se rend compte que les enfants sont beaucoup plus angoissés qu'à notre époque. Parce qu'ils ne savent pas ce que c'est. Ils n'ont pas ce moyen de se cogner à un tas de terre. Autrefois, on avait le tas de terre, quoi. C'est la même chose d'ailleurs pour les histoires pour enfants. Quand on voit l'évolution, alors Disney est le plus connu, mais finalement à travers Disney, il y avait beaucoup de contes de frères Grimm qui ont été pris, qui eux-mêmes reprenaient, mais peu importe, ou des histoires qui étaient très tristes et où on a tendance, c'est vrai, maintenant à gommer cette fin, parce qu'il faut pas choquer, faut pas. Alors que en fait, c'est tout le contraire. C'est ce qu'une histoire, ça sert à ça. Si toutes les histoires dans toutes les cultures étaient assez dures, c'est parce que c'était une façon d'apprendre la vie et des leçons importantes. Le Petit Poucet, finalement, c'est pas partir dans la forêt. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, la forêt, c'était des endroits dangereux, parce que les bandits de grand chemin, c'était en forêt qu'ils étaient. Et puis il y avait aussi des bêtes sauvages, etc., etc. C'était de l'expérience qu'on donnait. Et comme tu dis, je pense qu'il y a peut-être une partie de ce genre. Enfin, en tout cas, on entend beaucoup d'histoires chez des ados aujourd'hui de dépression, de panique, etc. Alors, il y a sûrement plein de raisons. Hein. Tu parlais de réseaux sociaux notamment, mais je pense qu'il y a peut-être qu'on leur a pas donné les clés avant parce qu'on a voulu trop tout polisser et que bah, voilà, il n'y a pas l'expérience et on sait pas, bah, voilà, on sait pas ce que c'est de se cogner. Donc on a énormément peur du fait de se cogner. Mais ça rejoint moi avec ce que je disais avec le décès d'ailleurs. C'est que en fait finalement je développais un peu pas une peur, enfin je sais pas trop comment expliquer, mais vu que je le connaissais pas, forcément bah, ça prend une place hyper importante dans ta vie parce que justement tu le connaissais pas. Alors que du coup comme je dis encore une fois, plein de copains qui avaient perdu une grand-mère par exemple. Bon, bah, ils l'avaient connu, c'était très triste, ils ont appris à faire un deuil, mais après que ça s'est passé, bah, finalement, ils savaient comment ils allaient gérer ça. Quoi. Donc c'est pour ça que c'est important, encore une fois, de ne pas gommer tout dans une histoire. Tout à fait. Tout à fait. Je veux juste rajouter un truc, c'est qu'en fait, un mammifère, tous les mammifères ont besoin de jouer. Un mammifère qui ne joue pas meurt. Un lion qui ne joue pas à attaquer et à faire la bagarre, bah, il ne sait pas chasser. Voilà, c'est tout. Merci Dominique. Alors une dernière question. Donc lors des précédents tours de table, là, nous avons opté pour une approche un peu grave de notre thématique. Mais l'imaginaire, c'est aussi des instants d'évasion, hein, des pauses dans la cogitation quotidienne, d'émerveillement simples et beaux. Comment procédez-vous pour produire de tels instants auprès de vos lecteurs et lectrices, jeunes et moins jeunes, quitte à replonger les moins jeunes en enfance, justement? Alors, c'est toute une question qui est étudiée aussi en psychologie et en neuropsychologie. C'est pratique, ça, pour avoir des réponses. Ah bah, c'est génial. C'est super enthousiasmant, j'adore, je suis passionnée. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait une signature de l'imaginaire dans le cerveau. C'est-à-dire quand on raconte à des enfants une histoire où il y a un arbre qui parle, par exemple, et ben leur cerveau, il fait cling. Il se pose la question, comment est-ce possible? Et le fait de se poser la question, bah, ça enclenche des débuts d'explication. Ça... La drogue, mon enfant. La drogue. Oui, mais là, c'est pour les enfants. Hein. Et donc, on se rend compte, par exemple, on fait 2 groupes. On a un groupe avec des enfants à qui on raconte une histoire très réaliste et un groupe où on raconte une histoire avec des effets fantastiques. Et donc, il y a du vocabulaire dans les 2 textes. Et après avoir raconté l'histoire, on teste les enfants pour savoir qu'est-ce qu'ils ont retenu. Et ben, on se rend compte que les enfants qui ont eu un récit issu de l'imaginaire avec des éléments fantastiques retiennent mieux que ceux qui ont eu un récit réaliste. Non seulement ils retiennent mieux, mais en plus, quand on leur pose la question sur des mots qu'ils ne connaissaient pas, qu'ils ont appris, sur le sens de ces mots, et ben, ils savent mieux l'expliquer. Et donc, c'est justement parce qu'on se dit bah, ça suscite la curiosité et ça éveille l'attention.
Parce que quand on est dans un environnement qu'on connaît, bah, notre attention, elle est en pilote automatique. On n'a pas besoin de faire attention aux choses. Quand on conduit dans une route qu'on fait tous les jours, bah, à un moment, on pense à sa liste de courses, on pense à ses rendez-vous, on pense à autre chose qu'à la route. Exactement. Et donc, le fait qu'il y ait des éléments fantastiques, bah, ça éveille la curiosité, l'attention, etc. Moi, par exemple, quand je vends mes livres, il y a des enfants qui passent et puis un jour, il y a un petit gamin haut comme ça qui me dit: «Pff, de toute façon, les dragons, ça n'existe pas». Ouh, je me suis dit: «Bah, dis donc, celui-là, il en sait un rayon, vu sa taille». Et donc, je lui ai dit: «Mais tu crois pas que à partir du moment où on parle de cette chose, c'est qu'elle existe?» Alors là, il m'a regardé avec un œil très bizarre et très hautain, en disant: «Mais qu'est-ce qu'elle raconte celle-là? Elle dit n'importe quoi». N'empêche qu'il s'est posé la question, il a eu le doute. Je suis sûre qu'il a eu le doute pendant un instant et j'espère avoir planté une graine. Parce que je trouve désespérant un enfant qui ne croit en rien d'autre de l'imaginaire. Je pense que si on avait une génération justement de gamins collés sur des trucs très réalistes et non imaginaires, eh bien, on aurait une société sclérosée qui serait incapable voilà, d'imaginer, de créer et d'aller ailleurs. Merci. Oui, d'ailleurs, même pour ces enfants qui grandissent et certains deviennent des inventeurs, etc., souvent c'est là qu'on se rend compte que c'était des enfants qui avaient beaucoup d'imaginaire. C'est un peu le grain de folie qu'il y a besoin même pour des trucs très sérieux. Autrement, si tout le monde est fait pareil, on va pas inventer grand-chose. Non, mais c'est vrai qu'il y avait plusieurs choses de juste. D'ailleurs, tu aurais pu lui dire aussi, si ça n'existe pas, enfin, c'est comme avec les couleurs, est-ce que tu es capable de me donner le nom d'une couleur qui n'existe pas? Et impossible, parce qu'on n'arrive pas à imaginer une couleur qui n'existe pas. Donc, mais c'est vrai que aussi, c'est ce que je pensais aussi quand j'étais petit, je me disais, mais dans les histoires, parce que tu as envie d'y croire dans ces histoires fantastiques, et en même temps, tu as un côté un peu rationnel qui dit, mais non, évidemment, ça n'existe pas. Mais en même temps, c'est vrai que je me suis toujours dit, mais si on le raconte, c'est que bah, peut-être que en fait ça existe peut-être quelque part. J'avais cette réaction-là, je pense que la plupart des petits l'ont, quoi. Effectivement, c'est important. Après, oui, pour venir un peu sur la question De l'émerveillement. de l'émerveillement, bah, déjà, alors, je pense que dans une histoire, moi je suis aussi attaché. Alors, ça ne veut pas dire que je dis que c'est pas bien, les histoires qui sont très tristes tout le temps, très sombres. Ça peut être un genre que je peux apprécier aussi parfois. Mais je trouve que parfois aussi, souvent même, des choses qui paraissent plus légères, notamment certains dessins animés, on parlait de Disney, Disney est très très fort pour ça. Bon, il n'y a pas que, mais c'est plus connu. Euh, avec un aspect. Enfin, en fait, ça donne l'impression qu'on. Et Miyazaki aussi. Ou Miyazaki, bien sûr. Qu'on prend les choses avec poésie ou jeunesse, etc., avec de l'humour, et qu'on va prendre les choses à la légèreté. Et en fait, à un moment, il va y avoir quelque chose de très grave. Je pense que la mort de la mère de Bambi, ça a marqué tous les enfants. Et bah, des fois, je trouve que les choses comme ça permettent d'aborder des thèmes graves de manière plus profonde finalement que des tragédies. Alors, il y a certaines tragédies qui sont très très bien écrites et qui sont capables d'aller loin dans les choses. Mais je veux dire, en règle générale, on a, par exemple, dans notre cinéma, on a beaucoup de drames. Et des fois, bah, je trouve que bon, on aborde finalement, enfin, c'est du déjà vu et on n'aborde pas forcément. Alors que un dessin animé va être capable d'aborder ce sujet-là finalement en moins de temps et en l'entourant de choses, de moments d'émerveillement. Parce que justement, la vie, c'est pas non plus que des choses tristes non plus. Et je pense qu'on a besoin. C'est comme dans tout, en fait, c'est des questions de rythme et de dosage. En fait, ça peut pas être tout le temps rapide, ça peut pas être tout le temps lent. Donc c'est bien d'avoir des changements de rythme. Bah, en fait, dans une histoire, je trouve que c'est important aussi d'avoir des moments de joie et d'émerveillement et des moments plus graves parce que il faut bien que les personnages ils aient leur quotidien, des moments un peu exceptionnels et des moments où c'est très triste, quoi. Donc moi c'est ce que j'essaye de faire dans Okeltia. Puis après bon, il y a des petits tics en tant qu'auteur. Moi je sais que je suis assez attaché à ça. Dans mes autres projets je faisais un peu pareil. J'ai toujours un ou deux personnages qui sont un peu là pour détendre l'atmosphère quand il y a besoin, qui sont faussement bêtes, mais voilà, qui sont là Un pour. Corrigor farceur. Par exemple. Exactement, un corrigant farceur, voilà. Les personnages gaffeurs, c'est génial pour ça. Et souvent, et je me rends compte aussi, parce que là je suis en train de conclure la série, que en fait ça va être eux en fait qui vont avoir un peu la clé en fait
de la chose, parce qu'en fait c'est bien aussi des gens qui ont un peu de légèreté par moment et qui c'est pas pour autant qu'ils sont pas capables d'être tristes, quoi. Et j'ai un personnage comme ça, on en a un peu l'impression dans les premiers tomes quand il se passe des trucs, ça l'atteint pas, parce qu'il est toujours un peu farceur et tout ça. Puis on va comprendre petit à petit que c'est lui que ça touche le plus et que c'est pour ça que c'est lui qui peut-être trouvera des solutions. Voilà. Intéressant. Merci. Eh bien, je partage parfaitement cette opinion. Et je rappelle d'ailleurs que la mère de Bambi est morte, mais heureusement, il y a Pampan, il y a Fleur, le sconce. Ouais. Et je dis pas ça pour plaisanter, voilà, c'est ça qui est important. Et il y a un grand auteur qui s'appelle Shakespeare, comme ça fait vachement bien de citer Shakespeare, qui appelait justement ce type de personnage les personnages bouffons. Absolument indispensables, même parfois on les retient mieux que le héros, qui est parfois fade. Enfin, moi, je retiens plus Ron que Harry Potter, en fait, même si Harry Potter est intéressant. Et donc, ça me permet d'arriver. Ce qui était merveilleux dans une histoire, c'est donc le côté comique et en fait le côté décalage. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle l'impact de lecture. L'histoire commence d'une certaine manière, on pense qu'elle va se diriger dans une direction. Et puis finalement, non. Alors là, tout dépend de l'imaginaire de l'auteur, mais finalement, il y a un décalage et ça ne se passe pas du tout comme on l'aurait attendu. Parfois, d'ailleurs, ça peut se passer de façon complètement loufoque. Et on a besoin justement de situations loufoques. Les situations sont beaucoup trop attendues dans notre vraie vie. Et donc, et en même temps, ça permet justement au héros, s'il lui arrive un malheur, d'avoir plus de recul. Finalement, il s'aperçoit que la vie n'est pas une ligne droite, qu'elle fait de bifurcation, et que ces bifurcations sont souvent finalement beaucoup plus intéressantes que la destination finale. De toute façon, la destination finale, c'est la mort. Hein. Je suis désolé de vous l'apprendre. Voilà, je vous ai fait une révélation. Et donc, ah, désolé. Encore que, on ne sait jamais. Et donc, voilà, c'est le but des histoires que j'aime lire et des histoires que j'écris, mais j'ai l'impression qu'on est tous un peu dans le même sujet, c'est-à-dire trouver une variante au chemin auquel on pourrait s'attendre, trouver le décalage, ouais, je trouve, c'est le mot que j'aurais, avec des personnages décalés. Merci Samuel. Eh bien, à présent, nous allons passer aux questions de notre public, si notre public a des questions. Eh bien, je crois que vous avez été particulièrement clair. Je peux rajouter juste un Oui, oui, allez-y. parce que du coup, j'en profite je vais passer de la jeunesse à l'adulte. En fait, il y a aujourd'hui ce qu'on appelle la wow-thérapie. Tu parles d'émerveillement. En fait, l'émerveillement, c'est une possibilité de thérapie et qu'on sait beaucoup moins faire aujourd'hui, c'est-à-dire aller au bord de la mer et se dire waouh, c'est beau, aller dans une forêt, entendre le chant d'un oiseau et waouh, c'est beau. Et je me suis aperçue en discutant avec pas mal de gens que aujourd'hui les enfants, ils connaissent les girafes, les lions, les baleines, ils connaissent des animaux qui sont à 10 000 lieues d'ici, mais ils ne savent pas c'est quoi un rossignol, un rouge-gorge, une colombe. Et donc, c'est important aussi voilà, de les initier à des choses toutes simples. Et je pense que c'est ce qu'il y a aussi dans les aventures et dans les histoires. Il n'y a pas forcément des grands événements, il y a des fois des tout petits trucs. Oui, c'est important aussi en termes de rythme pour le récit aussi. Hein. Oui, c'est Pas ça. avoir toujours des bouleversements continus, sinon on finit C'est par, ça. par s'ennuyer. Voilà. Bien. Mais oui, juste pour rebondir aussi là-dessus, et c'est vrai que tu as raison, des fois de s'émerveiller d'un animal qui peut y avoir à côté de chez nous. Et tu parlais de réancrer. Et bon, après, c'était aussi ça le but avec ma BD. C'était, vu que c'est sur les légendes bretonnes, c'était pas le temps d'écrire sur les légendes bretonnes. Les légendes bretonnes, c'est passionnant, évidemment, mais c'est parce que je suis en Bretagne, que je suis breton, que j'écris là-dessus. Mais je serai en Corse, je serai sur les légendes corse, et etc. Les maisons qui explosent. Voilà, chacun ses traditions. Mais non, mais le but c'était, en fait, c'est aussi moi l'idée, elle est née d'ailleurs comme ça d'un atelier BD que j'avais fait avec une classe il y a pas mal d'années. L'idée, elle est née en 2010, donc ça remonte. Et où on m'avait demandé de travailler sur une légende bretonne que le prof avait choisie et qui était bon, ça n'est pas la plus passionnante, on va dire, des légendes bretonnes.
Et les élèves, je voyais bien s'ennuyer un peu. Et en fait, en discutant pardon, avec eux, je me rendais compte qu'ils étaient tous fans de Harry Potter, du Seigneur des Anneaux. C'était le début de Game of Thrones à la télé à l'époque. Enfin, ils étaient bercés d'imaginaire, de fantasy anglo-saxonne plutôt. Et justement, il y a une raison à ça, on en a parlé un peu tout à l'heure, c'est que les Anglais, enfin les pays anglo-saxons, pour eux, il n'y a pas de jeunesse ou pas de jeunesse, quoi. Alors, si, la jeunesse, ça va être vraiment les livres pour les moins Peter Rabbit, quand même. les de moins de 5 ans et qui ne savent pas lire parce qu'il faut bien leur mettre des images, etc. Mais après, autrement, il n'y a pas de jeunesse. Harry Potter était autant lu par les grands que par les petits. Et alors que c'est vrai que ça a toujours été un problème, ça, en France, et la jeunesse et l'imaginaire n'étaient pas vus dans le même monde que la littérature. On a la littérature blanche ici. Voilà, vraiment on séparait un peu les deux. Alors après, on pourrait l'expliquer par plein de trucs, mais après ça, là, ça commence à être un peu plus long. Mais notamment sur les cultures populaires et orales, parce que le monde du légendaire existe depuis très longtemps en France. La Bretagne est là pour le prouver, mais c'était des traditions orales et non écrites. Donc je me demande s'il n'y a pas un petit peu déjà de différence là-dessus. Oui, mais même avant, parce que même déjà au 19e siècle, il y avait déjà cette séparation entre les deux. Même s'il y avait des incursions de temps en temps, mais Peau de chagrin avec Balzac par exemple, mais c'était quand même très séparé. Et donc du coup, pour revenir à mon histoire là, c'était le but, c'était, je me disais, mais c'est quand même dommage, on a tout ce qu'il faut en Bretagne pour cet imaginaire-là, mais peut-être qu'il faut juste voilà, réancrer ces choses-là et de manière un peu plus moderne. Et donc c'est pour ça que je trouvais important aussi, c'est exactement pareil que les animaux qui sont à l'autre bout de la planète, c'est bien de connaître les nôtres qui sont ici. Et d'ailleurs, on serait surpris aussi des fois de découvrir, par exemple, je ne sais pas si beaucoup de gens sont au courant qu'il y a quelques castors dans les monts d'Arrée, par exemple, ce genre de choses qu'on pourrait redécouvrir, etc. Donc c'est important. Et donc là, c'était pareil, c'était de réancrer en fait une histoire de fantaisie en Bretagne. Et, et je voulais en fait que les gamins, quand ils lisent l'histoire, qu'ils disent ah, mais l'encou, c'est un truc qu'il a inventé ou pas? C'est cool ce truc-là. Puis ah, il va se dire ah non, bah, tiens, Anatole de Braz, les gens de la mort, ah, et puis telle légende, et puis etc. pour toutes les légendes en fait dedans. Voilà, c'est parce qu'il faut s'émerveiller aussi des histoires qu'il y avait autour de chez nous et de ce qu'il y a chez nous. Mais ça ne veut pas dire qu'on s'intéresse pas à celle des autres, évidemment. Je suis un grand passionné de contes Touareg aussi, donc voilà, parce qu'il y a des trucs vachement géniaux aussi dedans. Voilà. D'accord. Merci. Juste pour donner un message d'espoir, parce que en fait, je suis prof. Et quand je compare à ce que j'avais au programme scolaire, moi c'était la guerre des boutons, et encore c'était à peu près ce qu'il y avait de mieux, Vipère au point, enfin et les pires romans réalistes de Balzac, qui a pourtant fait des super fantastiques. Aujourd'hui, programme de 5e, Jules Verne, quel coup de peau. Ah. Donc je prends que des élèves de 5e. La science-fiction a fait son entrée, la BD d'ailleurs, enfin, tout simplement parce que les profs d'aujourd'hui, c'est ceux qui étaient enfants au moment de la guerre des étoiles, au moment de... Et donc les programmes scolaires ont sacrément changé. Alors ça ne veut pas dire qu'on réussit à faire lire les élèves, ça c'est autre chose. Enfin, au moins les outils sont là. Ouais. Merci Samuel, et c'est sur ces mots que nous allons conclure cette table ronde.